Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Seinfeld. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Je vous préviens tout de go, je vais changer les règles. Pour ce Previously-là, je vais changer les règles que j'ai moi-même mis en place et je ne vais pas vous raconter une série en suivant sa progression chronologique. Et pourquoi donc ? Parce que Seinfeld, Jerry Seinfeld et Seinfeld la sitcom, ils ont bien changé les règles. Alors moi je suis jaloux, donc je vais faire exactement pareil. Je vais vous proposer, non pas de suivre l'historique de la série, mais on va se la jouer un jour, un destin. Ce jour, c'est le jeudi 14 mai 1998. Car aux États-Unis, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Aujourd'hui, la comédie Seinfeld se termine. Le grand final. Ça sera ce soir, en prime time bien sûr, à 20h. Il y aura tout d'abord une rétrospective pendant 45 minutes, puis le final de Seinfeld qui durera 75 minutes. Un final qui est tenu absolument et totalement secret depuis son tournage il y a un mois, le 8 avril 98, au studio 9 de Studio City, avec même des journalistes qui, depuis leur hélicoptère, tentaient de glaner des informations sur qui revient et qui joue dedans, et tentaient de savoir quelle est la célébrité qui arrive pour jouer dans l'épisode ou simplement pour assister au tournage, comme par le passé l'ont fait des Mike Fleetwood, Beau Bridges, Diane Keaton ou Chris Rock. Jerry Seinfeld a même confirmé que l'une de leurs idées était que Paul McCartney, grand fan de la série, soit dans l'épisode, là, tranquillement installé dans l'appartement de George Costanza, sans raison ni même explication, mais simplement parce que c'est le dernier épisode. Ce soir du 8 avril, le tournage a duré 5h30. Et la scène finale, elle, a été filmée dans le plus grand secret le 11 avril, sans public, tout comme beaucoup d'autres scènes en extérieur. Seinfeld a toujours porté sur des ruptures. Et la série se devait de rompre avec le pays tout entier, un jour ou l'autre. De toute façon, je ne veux pas m'engager dans une relation sérieuse. Ça, c'est ce que Jerry Seinfeld lui-même disait au magazine Entertainment Weekly, qui consacra d'ailleurs plus de 14 couvertures et 2 numéros spéciaux à la série. Après le tournage du dernier épisode, Julia Louis-Dreyfus est reparti avec un cadeau. Un des téléphones du décor. Jerry a emporté chez lui la porte de sa maison, enfin sa maison de studio, quoi. La porte qui n'était jamais fermée. L'épisode final est si attendu, parce qu'on estime qu'il atteindra 75 millions de téléspectateurs, que les autres networks lui cèdent carrément la place et ne programment pas grand-chose de très passionnant en face. Il y a un film en rediffusion sur ABC, le Unforgiven de Clint Eastwood. Il y a des docu-poubelles sur la Fox, When Animals Attack, l'attaque des animaux, bon. Et il y a le final de la saison pour une série familiale dont tout le monde se moque éperdument sur CBS, la série Promise Land. Bref, on sait que Seinfeld va tout rafler ce soir-là. La chaîne du câble Nick at Night, spécialisée dans les rediffusions de comédies des années passées, va aller jusqu'à stopper ses programmes, oui, fermer la chaîne, ni plus ni moins, durant cette soirée. À l'image, on voit un panneau et écrit dessus « On est des fans, donc on va voir le final de Seinfeld, on se retrouve à 22h ». La veille de ce final, le mercredi 13 mai, a lieu l'hommage le plus futé de tous. La comédie Dharma et Greg, diffusée sur la chaîne concurrente ABC, va diffuser un épisode où le couple, interprété par Gina Elfman et Thomas Gibson, vont profiter que les rues sont désertes parce que tout le monde regarde le dernier épisode de Seinfeld pour faire ça dans un lieu public en plein cœur de San Francisco. Chuck Lorre, le créateur et producteur de Dharma et Greg, et futur créateur de Mon oncle Charlie et de Big Bang Theory, affirme que tous les scénaristes de Dharma et Greg sont de grands fans de Seinfeld et que le network ABC a trouvé l'idée si hilarante qu'il les a incités et aidés dans la production.
cet épisode final, Vanity Fair va mettre Jerry en couverture, photographié en Napoléon par Annie Leibovitz. Et TV Guide, l'unique magazine avec les programmes télé aux États-Unis, le magazine de référence, va bien sûr consacrer son numéro de cette semaine à ce final, avec 45 pages d'articles, d'interviews et de témoignages, et 4 couvertures différentes qui seront produites, une pour chacun des personnages. C'est le fameux caricaturiste Al Hirschfeld qui, à 94 ans, s'est chargé de ces 4 couvertures. Alors Hirschfeld, c'est un dessinateur légendaire, principalement pour le New York Times, et il a déjà fait plus de 35 couvertures de TV Guide, allant de Lassie à Columbo. Suivant la tradition, il dissimule d'ailleurs dans chacun de ses splendides dessins des Nina, c'est-à-dire le nom de sa fille, et plusieurs fois le nombre figurant aux côtés de sa signature. Le dessin de Kramer contient donc 12 Nina dans les cheveux du personnage. Les 4 numéros de TV Guide sont devenus mythiques. Enfin, la diffusion du final de Seinfeld rend totalement visible le final de 2 autres comédies mythiques. Murphy Brown avec Candice Bergen, une série qui figure pourtant dans le dernier épisode de la saison 4 de Seinfeld, puisqu'on y voit Kramer décrocher le rôle du secrétaire de Murphy Brown pour cet épisode. Et l'autre série qui est complètement annihilée par Seinfeld, c'est Hélène, la sitcom d'Hélène DeGeneres, qui malgré le phénomène que fut son épisode où le personnage, et donc Hélène elle-même, admet et révèle enfin qu'elle est gay, coule dans les audiences, car assez peu maîtrisée et sans qu'une autre histoire ne surnage. Hélène, elle, était plus intéressante que la sitcom elle-même, dont le dernier épisode diffusé la veille n'a pas ému grand monde. Pourquoi en est-on arrivé là ? Pourquoi ce jour est-il si attendu, si définitif, si absolu pour la télévision ? C'est parce que Seinfeld n'est pas qu'une sitcom populaire, c'est une sitcom qui a redéfini les sitcoms et marqué toute une génération. C'est une sitcom unique, au ton absolument incomparable. Oh, hi. We're people. Real TV people. And for 30 minutes a week, that's pretty important to us. So if you're joining us late, here's some highlights from what's happened so far. En 1996, Jerry Seinfeld disait que la série n'était pas sur les personnages et pas sur leur vie, mais au centre de Seinfeld, c'est la comédie. C'est cela qui détermine l'histoire de chaque épisode. Et l'épisode qui a vraiment défini cette idée, l'épisode qui a fait de Seinfeld le phénomène d'audience que l'on connaît, c'est celui du restaurant chinois. Tous les personnages attendent d'avoir une table et la situation devient ubuesque au fil des minutes. 25 minutes d'épisode uniquement sur cette base. Cool. I'll be 5-10 minutes. Un autre exemple, dans l'épisode The Deal, Jerry et Hélène évoqueront leur relation future sans jamais parler de sexe ou d'amitié, sans jamais le dire clairement, mais simplement en disant « this » ou « that », ceci ou cela. Because this is very good. And that would be good. That would be good too. The idea is to combine the this and the that. L'épisode The Contest est véritablement un chef-d'œuvre d'euphémisme et d'écriture. Il recèle des phrases cultes comme « Master of my domain »,« King of the county » et « Queen of the castle », sans que jamais le terme ne soit prononcé. Il y est question quand même de masturbation. Et le concours du titre, puisque ça s'appelle The Contest, concerne la durée où les personnages pourront tenir sans y avoir recours. Oser faire un épisode entier sur ce sujet tout en restant dans les limites du sous-entendu et du bon goût est un exploit télévisuel absolument incroyable qui fait exploser le politiquement correct de l'époque. So you're still master of your domain. Yes, master of my domain. I am king of the county. Lord of the manor. I'm queen of the castle. I'm out. Not that there is anything wrong with that. C'est la phrase culte envoyée par Jerry quand il doit affirmer que non, il n'est pas gay et que non, lui et George ne sont pas en couple. Une manière de tourner en dérision l'importance démesurée que l'on donnait à ce sujet dans les séries de l'époque. We're not gay. Not that there's anything wrong with that. No, of course not. I mean, it's fine if that's who you are. Absolutely. I mean, I have many gay friends. My father's gay. Hold off. And now everyone at NYU thinks I'm gay. Not that there's anything wrong with that. Not at all. No, everyone's gonna think we're gay. Not that there's anything wrong with that. Et puis il y a aussi yada yada yada. Ça c'est le terme utilisé pour simplifier et résumer sa pensée et surtout ses sentiments. Un espèce de sans interdit pour les personnages. Surtout quand il s'agit de... Enfin, vous voyez quoi, de sexe quoi. My old boyfriend came over late last night,
and yada, yada, yada. Anyway, I'm really tired today. Listen to this. Marcy comes over and she tells me that her ex-boyfriend was over late last night and yada, 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 I'm really tired today. You don't think she'd yada, yada sex? I've yada, yada sex. Really? Yeah. I met this lawyer, we went out to dinner, I had the lobster bisque, we went back to my place, yada, yada, yada. I never heard from him again. Un autre moment mythique de la série, le soupe nazi, autoritaire, qui refuse de servir les gens si on a la moindre attitude, la moindre défiance devant son comptoir. Le personnage est devenu populaire au point que la chaîne câblée américaine The Food Network a proposé des recettes de soupe censées venir de lui. C'est... voilà. You want bread? Yes, please. $3! What? No soup for you! They are real and they are spectacular. Ils sont vrais et ils sont spectaculaires. C'est ce que dit Terry Hatcher dans le rôle de Sidra, une jeune conquête de Jerry qui le plante là après que tout l'épisode The Implant porte sur sa poitrine. Est-elle vraie ou est-elle fausse? And by the way, they're real and they're spectacular. Une autre grande leçon d'écriture comique, c'est dans The Mango. Dans l'épisode, Jerry apprend que Helen a toujours simulé avec lui à l'époque où elle était sa petite amie. No. You didn't know. Are you saying I think I'll have a piece of cake. with me? Well, You faked with me? yeah. You faked with me? Yes. No. Yes. You faked it. I faked it. That whole thing, the whole production, it was all an act. Not bad, huh? What about the breathing, the panting, the moaning, the screaming? Fake, 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 fake. Un énorme moment de malaise dans l'épisode The Hamptons. George y explique que on l'a surpris alors qu'il sortait nu de la piscine et que donc ça avait rétréci. You mean shrinkage? Yes! Significant shrinkage. Like when a man goes swimming afterwards? It shrinks? Même arrivée en saison 8, la série propose des épisodes comme The Bizarro Jerry, des épisodes inoubliables où Helen va rencontrer une version sérieuse, intelligente, responsable et respectueuse de ses trois copains, Jerry, Kramer et George. Seinfeld fonctionne aussi sur la désacralisation des tabous. Les handicaps, la religion, n'importe quel groupe ethnique, n'importe quelle fonction du corps humain, rien n'est sacré. On se débarrasse de la fiancée de George au détour d'un épisode. Elle meurt d'avoir trop absorbé de colle sur les enveloppes bon marché que George a insisté qu'elle achète pour envoyer leur faire-part de fiançailles. C'est une situation absolument monstrueuse, grotesque, terrible, et on fait rire avec une mort absurde dont les personnages en plus n'ont strictement rien à faire. À la base de toutes ces séquences inoubliables, il y a deux choses. No hugging, no learning. D'abord, aucune sentimentalité. Dans un des épisodes de la toute dernière saison, Jerry se rend compte effrayé qu'il a des sentiments et qu'il existe autre chose dans la vie que de faire des remarques superficielles sur tout ce qui l'entoure. Donc, pas de sentiments. Mais surtout, les personnages n'évoluent pas. No learning. Ils n'apprendront rien. Ils ne retiendront rien de leur mésaventure ou de leur action. Ils resteront exactement comme ils sont, avec toute leur névrose totalement inchangée. Pas de rédemption, pas de morale assénée aux spectateurs. Jerry, lui, collectionne les conquêtes féminines, mais aucune ne dure très longtemps, généralement un seul épisode. Parce que Jerry repère très vite un minuscule souci dans leur comportement. Et Helen est la spécialiste du mauvais choix en ce qui concerne les petits amis. Elle accumule les ratés, les menteurs et autres psychopathes. Dans le TV Guide qui fêtait la fin de la série, Robert Thompson, le directeur du Centre pour l'étude de la télévision de l'Université de Syracuse, remarquait avec justesse que quel miracle a été nécessaire pour qu'une telle bande de personnages profondément détestables et dénués de sentiments, qui n'ont jamais partagé une seule seconde de sincérité, ait séduit à ce point le pays, et au point que les spectateurs regrettent leur départ. Il faut bien avouer qu'il a raison. Jamais la série n'a cédé à un quelconque ressort pour attirer le spectateur, pour susciter l'empathie. Bien au contraire. Alors que la soirée tant attendue se prépare, on peut se poser la question, comment en est-on arrivé là ?
comment un programme aussi novateur, aussi différent, aussi à contre-courant a-t-il pu voir le jour? La sitcom a en son centre un comédien de stand-up, Jerry, incarné par Jerry Seinfeld, lui-même comédien de stand-up. Et ses 3 amis que l'on peut définir comme victimes d'une banqueroute morale. Les liens entre les personnages sont basés sur l'insécurité, la jalousie, le désespoir. À eux 4, ce sont des anti-héros urbains. Jerry, lui, il est sarcastique, misanthrope, hypocondriaque, il va même jusqu'à jeter un lacet de chaussure parce qu'il a traîné par terre dans un urinoir, et sa culture repose surtout sur les comics et les cartoons. Hélène, elle est inconstante, c'est la reine de l'agressivité, c'est Jerry qui le dit. George Louis Costanza est au bord de l'apoplexie en permanence. C'est un loser pathologique et revendiqué. Il est pingre d'un égoïsme qui va au-delà de l'incivilité. Pour décrocher un travail, il n'hésite même pas à se faire passer pour handicapé. Et Cosmo Kramer, lui, il est hystérique, avec une libido exacerbée et des sentiments excessifs. Son personnage est inspiré de Kenny Kramer, un excentrique comédien qui a reçu de Larry David $1000 pour lui donner l'autorisation de baser son personnage sur lui. Il gère maintenant les visites en bus de la ville et des points où la série a été tournée. Il a même tenté de se présenter comme maire de New York. À eux 4, Jerry, Hélène, George et Kramer, il définit ces années 90, glorifiant le cynisme, les personnes autocentrées, la me-generation. En cours de saison 3, ils vont même rencontrer Newman, interprété par Wayne Knight, un personnage qui serait un peu le Lex Luthor de Jerry. Jerry étant un grand fan de Superman. C'est difficile à croire. On a commencé cette petite série et on se disait qu'on allait être une sitcom un peu obscure, que seulement quelques personnes allaient regarder et qu'on allait en rester là. C'est devenu si populaire que c'en est étonnant. On ne sait jamais ce que la vie vous réserve. Jerry Seinfeld, l'acteur, le comédien, est né à Brooklyn. Très influencé par les comiques qu'il voyait à la télévision, entre autres Abbott et Costello et les comiques qui étaient dans le Ed Sullivan Show du dimanche soir, il se lance ensuite dans une carrière de comique, tout en ayant des boulots tels que vendeur d'ampoules électriques par téléphone. Oui, non mais... ne demandez pas. Les gens achètent des ampoules électriques parce qu'on les appelle pour dire « est-ce que vous voulez une ampoule électrique ?» Enfin, bref. Son spectacle donne naissance à une émission sur HBO en 1987 et il est intervenu dans des émissions comme le fameux Saturday Night Live. Il a aussi fait plus d'une 50aine d'apparitions dans des talk-shows de fin de soirée comme le Tonight Show de Johnny Carson. C'est là où il s'est fait connaître du grand public. La série va refléter ses propres obsessions, comme par exemple regarder le type d'encre et la façon dont le journal a été plié avant de le lire. Il reconnaît avoir écrit une lettre bien sentie à la firme Bic parce qu'elle avait changé le design des capuchons de ses stylos. Si vous voulez encore plus de détails, son film préféré de tous les James Bond, c'est Opération Tonnerre, et parmi les comédies qu'il adore, il y a Manhattan, Dr. Jerry and Mr. Love, Un monde fou 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 fou, et Le Lauréat avec Dustin Hoffman. Larry David est, avec Jerry Seinfeld, le co-créateur de la série. C'est l'homme sur lequel le personnage de George Costanza est basé. Larry David a déjà travaillé sur un programme télé, Fridays, qui se voulait un concurrent du Saturday Night Live, sauf que c'était, comme le nom l'indique, le vendredi soir. À eux deux, Jerry et Larry, ils imaginent un projet de série, alors qu'ils sont dans une épicerie, entre le pastrami et le produit pour laver la vaisselle. Une sitcom où il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de trame, il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas d'histoire, quoi. Mais où on s'attarde sur un détail de la vie que l'on fait monter en absurdité au fil des minutes. Des choses insignifiantes, mais qui peuvent devenir des obsessions, être tournées en ridicule tellement elles sont exacerbées. La base de la série, c'est que les personnages vont discuter soigneusement de ces détails avec une minutie qui confine parfois à l'obsession. Je trouve tout fascinant. Les vêtements que l'on choisit tous les matins, chacun d'entre nous, on est devant notre miroir en train de se dire « et si je portais ça ou bien ça ?» comme des petites poupées. Pour moi, tout est sujet à discussion. Ils vont rentrer en contact avec Rick Ludwin du network NBC, network qui est assez attiré par la star montante qui est Jerry Seinfeld et qui est à la recherche d'une nouvelle vedette venant de la scène comique comme Roseanne l'a été. Ils obtiennent la production d'un pilote en 1989, ce Seinfeld Chronicles. Mais ce pilote est rejeté après que des tests sur les spectateurs types le qualifient de très très faible. Et Brandon Tartikoff de la NBC confirme en trouvant le pilote trop new-yorkais et trop juif.
Ce premier épisode, sans le personnage d'Hélène, contient énormément de séquences où Jerry fait son stand-up. Tout ça pour faire le lien avec sa vie de tous les jours. Parce que tel était le concept de la sitcom. Comment ces mésaventures inspirent Jerry pour ses sketchs. Dans la toute première scène, Jerry fait remarquer à George, alors qu'ils sont attablés au bar, que le bouton de son blouson ne devrait pas être boutonné de la sorte. See, now to me, that button's in the worst possible spot. The second button literally makes or breaks the shirt. Look at it. It's too high. It's in no man's land. You look like you live with your mother. Are you through? Voilà, ça c'est le genre de détail qui est symptomatique de la série. Seinfeld est ensuite dans son grand appartement, qui n'est pas celui de la série, et ses amis sont George et Kessler. Oui, pas Kramer. Il sera expliqué vers la fin de la série pourquoi le personnage semble avoir changé de nom. Ils sont pour l'instant très peu développés. George et Kessler apparaissent un peu comme des caricatures de Woody Allen et de Harpo Marx. You go into NBC, we tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something here. Toute cette histoire va d'ailleurs se retrouver dans la série elle-même. Durant la saison 4, la meilleure d'ailleurs de toute la série, Jerry, le personnage de la sitcom, va être invité par la NBC à leur pitcher un projet de série. Avec George, qui, je vous le rappelle, est l'équivalent de Larry David, ils vont donc créer le concept de la série sur rien et obtenir un pilote de la NBC. Un network où Bob Balaban tient le rôle du patron des programmes de la NBC, un double parfait du vrai patron de la NBC, Warren Littlefield, qui lui donc a donné le feu vert à Seinfeld dans la vraie vie. Ce faux patron de la NBC va d'ailleurs abandonner son travail pour rejoindre Greenpeace afin de conquérir le cœur d'Hélène dont il est tombé red dingue. Et sa remplaçante à la NBC ne veut surtout pas d'une série avec Jerry Seinfeld dedans. Dans le faux pilote, c'est Jeremy Piven qui tient le rôle de George. Donc voilà, c'est une mise en abîme absolue. Au début, tous les ingrédients étaient là. Le comportement des personnages était bon, le comique des personnages était là aussi. On écrivait simplement un peu différemment. Mais on apprenait, hein. Tout le temps, on apprenait comment faire. Mais si on revient à la réalité, Rick Ludwin est convaincu qu'il tient là quelque chose, un programme inhabituel mais novateur. Donc, malgré l'échec du pilote, il va lancer la production d'une saison. Une saison de 4 épisodes. Alors, c'est ridicule. 4 épisodes qui sont programmés carrément pendant l'été 90. Non seulement tu ne peux pas fidéliser une audience, mais en plus, personne ne te regarde. Et pourtant, l'accueil est surprenant et incite le network à remettre ça à nouveau avec une nouvelle saison qui va démarrer en janvier 1991. Larry David, le co-créateur, disait à propos de la série « Si je voulais décrire la sitcom de façon très très large, je dirais que c'est à propos de petites choses mises sous un microscope et démesurément agrandies. » La série Seinfeld est produite par la société de production Castle Rock. Cette société est bien connue. Elle a été créée, entre autres, par Rob Reiner. Rob Reiner, avant de devenir le réalisateur de Stand By Me ou de Quand Harry rencontre Sally, il a été acteur. Il a été un des personnages principaux d'une sitcom, qui révolutionna la sitcom de l'époque. Tiens. La fameuse All in the Family, qui ouvrit la voie des comédies plus réalistes. Après une diffusion le mercredi soir, on décida de programmer Seinfeld à la rentrée 93 dans la très convoitée et très importante soirée du jeudi. Importante parce que c'est la veille de la sortie des films et c'est aussi la veille du week-end. Et les annonceurs publicitaires à destination des jeunes urbains veulent absolument que leur spot soit programmé ce soir-là. Le jeudi, Seinfeld va devenir le phare de toute la soirée. Il va drainer jusqu'à 30 millions de spectateurs chaque semaine à 21h. 30 millions! Pendant 6 années de suite, la série figure ainsi dans le top 5 des meilleures audiences de l'année. Et pour sa 6e saison en 1994, elle finira même en tête. Après quelques saisons, le budget de la sitcom va atteindre les 4 millions de dollars par épisode, soit 4 fois plus qu'une sitcom traditionnelle d'une demi-heure. Avec le scénariste Larry Charles, la force de ce projet est de se reposer sur des novices en production de sitcom télé. Donc personne n'appliquera aucune des règles habituelles destinées à assurer du succès aux sitcoms. En renonçant aux traditions, il dynamite le genre. Seinfeld est bien plus dense en dialogue que ne le sont les autres sitcoms dont les scripts font généralement 45 pages. Là, les épisodes de Seinfeld font 70 pages. Clairement, ce sont les dialogues qui comptent, car les personnages ne vont rien faire de très particulier, sauf de parler entre eux. Larry David
lui, il va quitter la série vers la fin de la 7e saison. Il n'en peut plus. Et cela après avoir écrit près de 60 épisodes. Pour Jerry Seinfeld, 90% de la série venait de Larry David. NBC ira jusqu'à proposer 5 millions de dollars à Jerry Seinfeld pour continuer au-delà d'une saison 9. Mais le choix de Jerry est fait. 9, c'est son chiffre fétiche. Il est très superstitieux et tout doit être divisible par 9. Alors, si vous voulez des exemples, accrochez-vous. Il est né en 1954. 5 plus 4, ça fait 9. Il a été diplômé en 1972. 7 plus 2. 7 plus 2, ça fait 9. Il est apparu pour la première fois dans le Tonight Show en 1981. 8 plus 1, ça fait 9. Et sa série est diffusée à 21h, donc 9h du soir. Elle a démarré en 1989. 1 plus 9 plus 8 plus 9 égale 27. 2 plus 7 égale 9. Et ils ont tourné dans le studio 9. Quelques 180 épisodes. 8 plus 1. Donc voilà. Bon, en fait, c'était pas tout à fait 180. Ils ont tourné 169 épisodes, mais ils comptent ceux plus longs que les autres, comme 2 épisodes, parce qu'ils ont été après divisés en 2. Donc, 10 saisons. De toute façon, 10 saisons, ça l'aurait pas fait. Il veut pas, voilà, c'est 9, donc c'est 9. On va pas tergiverser là-dessus. Le soir du jeudi 14 mai 1998 arrive enfin. Parallèlement aussi en France, la chaîne Canal Jimmy diffuse cet épisode en direct à 2h du matin, en simultané avec la NBC. Comme il y a prescription maintenant, je peux vous le dire. En fait, cet épisode final avait été envoyé via satellite par un feed spécifique depuis la NBC 2 heures avant la diffusion. Comme ça, il n'y avait pas de problème de coupure pub à meubler et de rupture de faisceau ou autre. Mais ça, évidemment, on a fait comme si c'était en direct. Et il fallait surtout pas révéler ce qui se passait dans ce dernier épisode. Aux États-Unis, NBC a vendu chaque spot de 30 secondes quelques 2 millions de dollars. Les rediffusions sur les chaînes locales américaines de la série tout entière rapporteront à Castle Rock quelques 3 300 000 dollars l'épisode. On découvre enfin, ce soir du 14 mai, le dernier épisode, coécrit par Larry David, qui est de retour pour ce final. On revoit aussi Jerry faire son stand-up, comme dans les tout premiers épisodes de la série. Échoué dans la petite ville de Latham, dans le Massachusetts, Jerry, Helen, George et Kramer se font arrêter. Pourquoi ? Parce qu'ils ne portent pas assistance à un homme menacé par un criminel. Ils vont donc passer en procès. Et de nombreux personnages de la série, comme Sidra et comme le souk nazi, vont venir témoigner, tout comme les parents de George et de Jerry. Devant le nombre impressionnant de preuves comme quoi ils sont tous insensibles aux autres, ils sont condamnés à 1 an de prison. La dernière scène les montre en prison, tous les 4. Et Jerry fait à George exactement la même remarque à propos de son gilet et de la position des boutons que dans le tout premier épisode de la série. Écoutez. See, now to me, that button is in the worst possible spot. Really? Oh, yeah. The second button is the key button. It literally makes or breaks the shirt. Look at it. It's too high. It's in no man's land. Haven't we had this conversation before? You think? I think we have. Yeah, maybe we have. Le lendemain de cette soirée du 14 mai, le monde va découvrir que 76 300 000 Américains ont regardé hier soir en direct le final de Seinfeld. En termes d'audience, ça se situe juste derrière le final de MASH en 1983 et de Cheers en 1993. Seinfeld était déjà un cas unique au moment de sa diffusion. Elle a remporté 11 Emmy Awards, elle a révolutionné la sitcom, l'a fait entrer dans une nouvelle ère, son impact culturel ne peut être nié. C'est la sitcom la plus influente de la décennie, d'après les médias de l'époque. Elle a contribué, bien malgré elle, à en lancer des dizaines d'autres. Il suffisait d'avoir coécrit un épisode de Seinfeld pour que, le lendemain, les portes s'ouvrent pour n'importe lequel de vos projets et pour que vous en deveniez le showrunner sans avoir la moindre expérience. D'ailleurs, cela a contribué à banaliser le genre à outrance et à l'enterrer, noyé sous des tonnes de mauvaises sitcoms. Seinfeld n'a pas été égalé, Friends se déplaçant sur des cases totalement différentes de l'échiquier de la création télévisuelle. Mais n'empêche que Seinfeld a modifié le genre tout entier, a lancé la carrière de centaines de personnes et a instauré le règne des stars de télé au salaire mirobolant, incitant involontairement Tim Allen de Papa Bricole et Helen Hunt de Mad About You de tenter d'accéder aux millions de dollars par épisode que Jerry avait réussi à négocier
en plus de ses droits sur toutes les rediffusions. Ben oui, parce que encore de nos jours, quand Netflix ou Amazon Prime achètent Seinfeld pour le monde entier, Jerry Seinfeld attend bien tranquillement son chèque de royalties, histoire de s'acheter une Porsche. Une de plus, un 25. Quant aux 3 autres acteurs, ils étaient les mieux payés de l'époque, avec $600 000 par épisode. Des 3 autres stars de la série, c'est sans nul doute Julia Louis-Dreyfus qui tire le mieux son épingle du jeu. À la fois dans la comédie The New Adventure of Old Christine, qui durera de 2005 à 2010, puis l'année suivante, en arrivant à la tête du pays, dans VIP, la comédie de HBO. Michael Richards, Kramer, a été la vedette de Michael Richards Show en 2000, une sitcom qui n'a pas duré très longtemps. Et celui-ci fut au centre d'un scandale en 2006 après avoir proféré des insultes raciales face à l'un des membres du public d'un de ses stand-up. Jason Alexander, George, a fait en 2001 la comédie Bob Patterson et en 2004 Listen Up. Il a été guest dans des épisodes de Monk, de Star Trek Voyager, de Esprit criminel, de Young Sheldon et de The Marvelous Mrs. Maisel, et aussi dans The Orville. Larry David, le co-créateur de la série, a lancé, lui, sa propre sitcom, qui, elle, est aussi totalement auto-centrée. Carrément Seinfeldesque. Larry et son nombril, Curb Your Enthusiasm. Et un épisode réunit même les vedettes de Seinfeld, Jerry, Jason, Julia et Michael. En saison 7, Larry tente de produire une réunion de TV movie de la série. Et ainsi fait, il continue la mise en abîme déjà amorcée dans Seinfeld. En 2012, Jerry Seinfeld va lancer Comedians in Cars Getting Coffee, où il discute dans sa voiture avec des gens comme Tina Fey, Daniel Letterman, Eddie Murphy et Barack Obama. Donc, en ce 14 mai 1998, ce sont vraiment un soir 5 destins qui se sont joués. Ceux de Jerry, de Larry, de Julia, de Jason et d'Alexander. Ils sont tous rentrés dans l'histoire de la télévision. Par-dessus tout, ce que Jerry et Larry David détestent, c'est que l'on prenne à la lettre leurs gags, comme quoi Seinfeld est une série sur rien, a show about nothing. Non, pour eux, c'est avant tout une série sur tout. La semaine prochaine, fini de rire. Je vous entraînerai dans les fastes de la royauté, dans les palais de Élisabeth. Nous parlerons de The Crown. Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.